Et coucou YouTube, bienvenue à Toulouse-Blagnac pour cette review de l'Airbus A400M, un add-on qui est paru sur le Sim Market il y a 2 jours pour la somme de 36 euros, développé par Roland Laborie. J'ai pas l'habitude d'utiliser des avions militaires à l'exception des avions de transport. Et puis fan d'Airbus, je me suis dit oh, un Airbus A400M c'est quand même sympa. Tiens, faudrait essayer. Bon, vous allez voir que mon avis, c'est que je regrette un petit peu l'achat, mais si déjà je l'ai, eh ben, autant vous le présenter. Donc pour ce vol review, nous sommes à Toulouse-Blagnac et je vous propose un vol de Toulouse, mère patrie d'Airbus, jusqu'à Paris-Bourget, donc pour un petit vol qui devrait durer un peu plus d'1 heure. Alors, comme vous voyez, on est sur le tarmac avec les portes, la soute ouverte et prêt à charger ce cargo. Alors, avant de démarrer les moteurs, l'alimentation électrique et d'opérer ce bestiau, un petit tour quand même à l'intérieur pour vous présenter la modélisation vraiment extrêmement sommaire de cet appareil. Alors, quand vous êtes en vue cockpit, hein, vous voyez, il y a vraiment pas grand-chose à part le cockpit, qui certes est relativement bien modélisé quand même pour un add-on à 36 euros, je dois bien reconnaître. Avec pas mal d'opérabilité. Tout n'est pas cliquable, mais un certain nombre de fonctionnalités quand même. En revanche, en dehors du cockpit, ne vous attendez pas à avoir quoi que ce soit, à l'exception de la vue drone. Si vous la manipulez, attendez, hop, voilà, on va le faire comme ça. Donc en vue drone, vous pourrez explorer un petit peu, notamment la soute, voilà, qui est modélisée à peu près correctement. Pas trop faire attention au statut de cire en mode grévin, grévin réduit. Voyons voir. Je vais réduire juste la vitesse, voilà, de déplacement du drone. En vue drone, vous pouvez avoir accès donc à un petit peu plus de décor et donc avec cette trappe qui monte jusqu'au cockpit que vous pouvez retrouver du coup donc en vue cockpit, mais qui est beaucoup moins bien modélisé en vue drone. Comme vous pouvez le voir, il y a infiniment moins de détails. Bon, de toute façon, en règle générale, en vue drone, on n'a pas la même chose et c'est pas la vue qu'on utilise pour le cockpit. Néanmoins, vous voyez que même les dimensions, l'espace, c'est pas du tout la même chose. Et puis ça reste extrêmement basique, quoi. Bon, néanmoins, voilà, donc la soute est modélisée en vue drone et on peut remarquer que les textures sont modélisées relativement en 2D, mais ça a le mérite d'être modélisé quand même. Donc c'est un avion de transport logistique ou de transport de troupes, voilà, destiné par exemple au parachutage ou à d'autres moyens. Ces poupées de cire me perturbent vraiment, c'est quand même assez moche. Bon, on va sortir de là. Les véhicules qui sont fournis avec en skin de chargement, vous voyez que c'est un style très américain. Et ça, qu'importe la livrée que vous choisirez de l'avion, voilà, on a choisi un modèle de l'armée française, hein, armée de l'air, mais le cargo, ça reste le même avec ce camouflage woodland typique américain. Et ça, même si vous choisissez donc un avion américain ou indien ou britannique ou qu'importe. Il est livré avec pas mal de livrées différentes, cela dit, donc ça c'est appréciable. Bon, ensuite, eh ben écoutez, je vous propose de commencer tout de suite à opérer ce machin. Donc dans un premier temps, on va allumer les 3 batteries qui se trouvent ici. Alors vous verrez, hein, le niveau d'opérabilité, on est sur de l'arcade quand même, hein. Donc batterie on. Si on veut commencer à rentrer notre plan de vol et à rentrer tous les paramètres de vol, on va brancher l'alimentation électrique externe. N'essayez surtout pas de le faire avec GSX ou avec FS Realistic. N'essayez surtout pas non plus de translater, hein, de transposer l'appareil avec la touche Y, parce que ça va totalement foutre le boxon et vous allez vous retrouver sous terre et donc il détectera un crash. C'est absolument pas adapté du tout à GSX ou FS Realistic. Donc en fait, on va juste tenter.
avec Flight Simulator, donc Blagnac Sol, Ground Services, voyons voir, Power Supply. Voilà, donc, et là on vous répond que l'alimentation électrique externe est indisponible. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah soit, donc on va s'en passer sur le plan visuel. Néanmoins, vous pouvez simuler l'alimentation électrique. Donc là, par exemple, ici, si on va sur la page ELEC AC, donc on a cette page qui s'affiche, on voit qu'il n'y a rien, ELEC DC. Ici, on voit que on n'a pas de voltage qui est transmis par les moteurs, mais qu'on a quand même du courant. C'est quand même assez étrange. Donc, il suffit de cliquer sur, au choix, soit External Power, ici, et même s'il n'y a pas marqué Available, vous pouvez cliquer dessus. Et c'est même la seule manière dont vous pourrez avoir du courant externe. Ou alors, vous pouvez directement cliquer sur APU, Master Switch Start, et ça va exactement faire la même chose. En fait, les deux, c'est exactement la même fonctionnalité. Vous allez avoir l'APU et le courant électrique qui alimente votre appareil de manière instantanée. Donc vraiment pas réaliste du tout. Je vous donne un exemple. Donc si on appuie sur APU ici, alors que Master Switch il n'était pas allumé. Hein. Bon, on va l'allumer juste pour la forme, mais c'est juste pour décorer. Voilà. Donc là on a l'APU qui fonctionne et courant électrique externe. Voilà. Les deux sont sur on et il n'y a aucun souci. Vous voyez. Donc là, si on repasse sur la première page électrique, bon, voilà, ça nous donne rien non plus. Ok, donc aucune différence en plus. C'est bien dommage. Donc si on reclique sur l'APU par exemple, et ben pareil, courant électrique externe désenclenché. Bon, allez. Donc comme on est alimenté en électricité, on active la nave, donc qui se trouve ici, enfin les feux de nave, et qui sont représentés. Alors ils sont très discrets, hein, mais ils fonctionnent. Juste ici, attendez, juste pour vous montrer, on va réduire un petit peu la luminosité. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, feu bâbord, feu tribord, c'est bien fonctionnel. Euh, alors, vous avez l'éclairage, le doux éclairage vert en mode militaire qui est mis automatiquement. Bon, c'est plutôt efficace, je dois bien reconnaître. Donc ici, un simple clic, hein, c'est pas une molette que vous pouvez régler de manière précise, on va dire. C'est juste un clic, on-off quoi. Donc on va continuer à parcourir l'overhead panel de gauche à droite. Donc les lumières. Donc lumière test pour vérifier que tout fonctionne. Ça c'est vachement bien que ce soit modélisé parce que c'est quand même pas fréquent que ce soit modélisé, même si on voit que en bas, eh ben, en fait ça fait rien du tout. Donc allez, on va dire que c'est ok. Les anti-ice, pour l'instant on va pas les mettre. Le système de guidage GPS, bien sûr, on l'active. Voilà. Master avionique sur on. Test incendie APU, donc vous n'aurez pas de son, hein, c'est juste la lumière. Vous appuyez une fois et vous rappuyez pour désenclencher le test. Alors, ici, engine, là c'est pas cliquable, ici non plus, là, electric check. Ok, donc là on a du voltage que sur cette batterie là et le reste n'est pas cliquable. Faudra voir une fois que on aura démarré les moteurs, qu'est-ce que ça nous dit là, mais c'est pas normal qu'on ait du voltage à 0 sur la batterie numéro 1 et 2, étant donné que les deux sont activés et qu'on est alimenté en courant électrique externe, ça devrait nous donner quelque chose. Donc ça c'est moyen aussi. Ensuite, au milieu, alors donc les lumières extérieures, ça c'est bon. Engine start, pas encore. Température, vous pouvez régler donc soit sur 18, soit sur 23, soit sur 30, il n'y a pas d'entre-deux. Cargo, pareil. Alors, ça, on va le mettre sur norme, science.
Emergency Exit Light, alors on peut pas l'armer, hein, c'est off ou on. Donc on va le laisser sur off. Ensuite, on va chasser toutes les lumières qui sont en off. On va tout allumer, si vous voulez. Donc, la circulation de l'air, ici, on va le mettre sur auto. Airflow sur norme. Hot air 2 et pack 2 sur on. Et pack 1 sur on aussi. Après que ça reste en fault, ça c'est normal, puisqu'on n'a pas encore démarré les moteurs. Néanmoins, il ne faut pas que les boutons soient sur off. Il faut qu'ils soient enclenchés, quoi. Donc, ensuite, générateur, pareil. On les active en prévision de l'alimentation de nos moteurs, mais ils sont sur fault, pour l'instant c'est normal. Au-dessus, le fuel, donc pareil. Les réservoirs sur on, c'est en fault, c'est normal. Fuel mode, on va le mettre sur norme. Engine 1 and 2, donc ça c'est l'hydraulique. C'est sur on, donc c'est bon. Et si, on va activer le crossfeed aussi en vue de l'allumage de nos moteurs. Très important. Donc crossfeed, donc qui permet l'interdépendance des circuits de carburant entre les moteurs. On fait un test détection incendie moteur 1 à 4. Donc pareil, hein, pas de son, vous avez juste la lumière. Vous cliquez une fois pour que ça s'éclaire. Vous cliquez une seconde fois pour que ça s'éteigne. Et ensuite, à droite, alors on a beaucoup moins d'éléments cliquables. Mechanical. Ok, on fait un test. Seatbelts, c'est exactement le même son, donc on. Engine manual start, donc ça on verra après. Cabin altitude 1000, pressurisation en mode automatique. Ici c'est pas cliquable. Flight control, voice recorder non plus, comme sur norme. Ici c'est pas cliquable non plus. Ok, et les coms, ça on verra après. En tout cas ça fonctionne. On a fait un tour de notre overhead. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est alimenter notre plan de vol. Alors notre plan de vol qui se trouve ici. On est sur du basique Asobo MSFS. Hein. Donc déjà juste parce que je le vois, donc l'anti-skid sur on. Le cyclérac, il est bon, donc on va sur la page init qui se trouve ici. Notre vol, donc c'est de Lima Fox Bravo Oscar jusqu'à Lima Fox Bravo Papa. Toulouse Bourget. Donc on y va, voilà, return, ok, c'est bon, c'est enregistré. Flight number 400, vous mettez ce que vous voulez. Cost Index, alors sur SimBrief, vous n'avez pas de profil A400M. Il n'en existe pas encore, donc j'ai pas de plan de vol en fait pour ce vol avec des données de masse. Donc le Cost Index, il va de 0 à 100, donc on va mettre 50, voilà, par défaut. Cruise Flight, alors Cruise Flight, quand vous téléchargez votre appareil, vous avez une documentation qui est fournie par les développeurs, qui fait 13 pages et que je vous invite à lire parce qu'il est assez intéressant. Voilà, vous avez une présentation de toutes les livrées que vous pouvez trouver. Si on regarde par rapport à nos masses, attendez que je vous montre. Voilà, donc là on a beaucoup trop de masse, hein. On est à 141 231 kg pour un max gross weight à 141 000. Donc en fait, on n'a pas besoin de carburant dans les moteurs auxiliaires déjà, enfin dans les réservoirs auxiliaires, je veux dire. Voilà, donc là on est à 117 757 kg. Ok. Avec le réservoir principal gauche, droite plein et le réservoir central rempli à 50%. Un pilote, un copilote, un maître de la cargaison et nos trois cargaisons là qu'on voit à l'extérieur. Alors si vous voulez en supprimer un, par exemple, si je veux supprimer le dernier MV là, qui se trouve ici, vous pouvez tout à fait le mettre à 0, c'est parfaitement possible. Donc là par exemple, vous sélectionnez 0, vous tapez sur entrée et hop, cette voiture a disparu. Donc là on n'est plus qu'à 115 159 kg. Et donc si on se rapporte à la doc, take
take-off, c'est pas ce que je veux. Là, cruising. Là, il manque un i d'ailleurs, c'est le cruising. Donc au maximum, on peut aller à max 0,68, enfin de max 0,68 à 0,72. Et niveau optimal de vol pour voilà, 110 tonnes, on voit qu'on peut aller jusqu'au niveau 3,50. 120 tonnes au niveau 3,30. Là on est à 115 tonnes. C'est en kilos, hein. C'est représenté en kilos, hein, toute cette dock. Donc si on est à 115 tonnes, en théorie, si on applique une logique, on devrait pouvoir voler au niveau 3,40. Donc c'est le niveau de vol optimal. Alors on va essayer, hein, niveau 3,40. Voilà. Ensuite, init B. Donc là, il calcule automatiquement par rapport à ce qui est rentré dans le menu par défaut. Donc bloc, ok, 27, 0 fuel weight, machin, machin. Donc là pareil, hein, route, réserve, j'ai pas de plan de vol opérationnel, donc je ne saurais pas dire. Je vais laisser comme ça. Voilà, l'essentiel c'est d'avoir les masses et balances. Vu ce qu'on veut faire de ce coucou, c'est suffisant pour l'instant. Ensuite, bah, du coup, on va aller dans plan de vol. Alors, je vais quand même le générer. Pour le simuler, je l'ai fait, mais avec un Airbus A380. Donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer ces données-là, toutes ces données de masse. Elles sont faites pour un A380, donc ça n'aurait pas de sens de les rentrer dans un A400M. Néanmoins, étant donné qu'il est généré, je vais pouvoir l'afficher ici pour pouvoir rentrer le plan de vol. Donc, importer un plan de vol depuis SimBrief. Voilà, Toulouse, Bourget, c'est parfait. Ok. Alors, a priori, on décolle de Toulouse, piste 32. Et on a un départ Fist 6 Bravo. Donc départ, piste 32, Fist 6 Bravo, on insère. Et donc, après Fisto, n'essayez pas de rentrer directement les airways, ça fera rien. C'est-à-dire là, bon de toute façon on a un direct, donc mauvais exemple. Donc après Fisto, direct Bugus. Maintenant, si je veux rentrer donc mon airway depuis Bugus, je suis la 34 jusqu'au VOR de Limoges, Lima Mike Golf. Donc, si je prends Bugus Airways, la route Alpha 34 jusqu'à Lima Mike Golf. Voilà, second index, pas trouvé, super. Donc moyen, je peux essayer celui d'avant, hein, jusqu'à Mavac. Ok, et je reviens après Bugus, qu'est-ce qu'il me met? Voilà, directement Mavac. Donc il squeeze les points intermédiaires de votre route. Donc si vous voulez renseigner vos points intermédiaires, vous devez les renseigner directement. Donc par exemple, après Bugus, on va à Périgues. Je me suis gouré, pardon. Périgues, donc il est à rentrer sur Bugus. Voilà, Bugus, Périgues, Mavac. Là on est d'accord. Et après, le VOR, Lima, Mike, Golf. Ok. Ensuite, bah du coup, hein, on va les renseigner un à un. Ballan. Voilà, donc il y en a deux, évidemment. Donc là, il faut regarder sur un plan de vol opérationnel quelles sont les données GPS. C'est super. Ballan, 46, 31. Donc c'est le premier. Ok, ensuite, Olino.
Sopile. Le VOR d'Amboise, donc Alpha, Mike, Bravo. Alors les VOR, il met toujours plus de temps à les chercher, enfin à les trouver plutôt. Voilà, il y en a plein. Donc pareil. On regarde quelles sont les coordonnées GPS de ce VOR 47257. Donc c'est le premier. Ok. Ensuite, Vanad. Et Kovac. Voilà, on insère. Ensuite, l'arrivée, une Cova 9 Whisky. Donc sur LFBP, arrivée, une ILS, voyons voir. Approche. Idéalement une 07, ça pourrait être pas mal. Arrivée piste 25, non. ILS piste 27. Alors on a via Banox. Ouais, c'est nickel ça. Donc une 27 via Banox. Allez. Super, j'ai que la piste 30. J'ai que la piste 31. A few inches later. Sauf qu'en fait c'est normal, puisque je viens de voir que c'est l'arrivée à LFBP et le Bourget c'est LFPB. Donc juste on modifie ça. Autant pour moi. LF, donc c'est PB. Voilà. Ok. Et donc, notre arrivée, voilà. Donc, une ILS. Piste 07. Du coup, ce serait bien. Alors, LOC 07. AirNav 07. AirNav 27. Bon, tant pis, je vais prendre l'ILS piste 27. Parce que j'ai envie de voir si il est capable d'accrocher une ILS, ce dont je doute. Donc via Banox, effectivement. Une Cova 9 Whisky. Via Banox. Ok, on insère. Alors on peut regarder ce que ça donne par rapport donc à notre plan. Je vais dézoomer un petit peu. Donc, ok. Ok. Bon. Ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de discontinuité. Je reviens en arc. Maintenant les perfs. Donc, l'altitude de transition, on est sur du 5000. V1, alors si je clique, il va m'en suggérer tout seul. Sinon, vous avez dans la documentation aussi, alors la vitesse d'approche, là, vitesse take-off, donc en flap 3. Hein.
On est à 115 tonnes, donc on devrait être entre les deux. Alors 125, 135 et 145. Voilà. Donc, on peut le mettre 125, 135 et 145. Voilà, donc ça correspond à la dock. Et donc flaps, 3. Et puis trim, j'en sais rien. Donc on va mettre à 0. Voilà, flex to temp, on va décoller en toga. Donc de toute façon, ça, je sais pas si je peux l'enlever. Non, c'est pas permis. Ok. Tant pis. Donc flex to temp, on s'en fout, on va décoller en toga. Ça c'est pour le take-off. Climb, cost index 50, ok. Manage 155. Cruise, manage 250. Descent, manage 241. Et l'approche, on verra en temps voulu. Un dernier petit coup sur Radnav, il a enregistré l'ILS. Ok, je vais juste vérifier par rapport à notre départ si on a une certaine route à suivre. Enfin, une certaine route, une certaine radionavigation, pardon. Non. Non, non, donc Fisto, ok, 5000, blablabla. Ok, pas de radionavigation. Juste pour le fun, entre guillemets, pour voir si ça fonctionne, on va rentrer quand même le VOR de Toulouse, donc 117.7 et une radiale. Ah non, ouais, je peux pas modifier ça, c'est pas grave. 117.7, donc VOR 1. Et course, allez, la radiale nord. Oui, 360, donc c'est pareil. Voilà, et vous voyez qu'il l'a affiché ici en radionavigation, en nav1. Vous pouvez aussi le changer via le menu COM. Donc pour le changer, en fait, vous utilisez les flèches qui se trouvent en haut. Par exemple, si je veux mettre 115-45, voilà, 115, 45, voilà, et je peux passer donc de fréquence active à fréquence inactive en cliquant sur ce bouton-là à gauche. Pareil pour la com, si je veux la changer, par exemple si je veux me mettre sur Nicom 122.8, ce sera avec les flèches du bas, vu que ce sont les écrans du bas. Donc 122, tac, 8. Voilà, et on passe de fréquence active à fréquence inactive. Ça marche pas. Ok, ça marche. On peut passer peut-être de com1 à com2, donc voilà, donc là on peut régler différemment si on veut. Donc voilà, 121.9 par exemple. Voilà, on passe de com1 à com2. Voilà. Donc ça c'est le menu pour la com et la radionavigation. Si vous cliquez sur menu, vous avez le menu de l'ADF. Donc si vous avez un autre ADF à suivre, donc pareil, hein, de la même manière, vous réglez ici comment dire, la fréquence. Et si vous rappuyez, là vous avez le menu du transpondeur. Donc par exemple, on va être en IFR non contrôlé, donc pareil avec les flèches, on change ici, donc code 2000. Voilà, puis je reviens sur mon menu com. Donc c'est au choix, ici ou ici, et vous pouvez changer la course. Du coup, par exemple, si on veut suivre la 250, voilà, on va la suivre là. Et si vous voulez l'afficher, et ben du coup vous mettez ici, pour ça vous le savez, je pense, en VOR, et donc il l'affichera ici. Pardon, faut l'activer, VOR 1, hop. Donc VOR 1, 115-45, puisque c'est celui-là qui est en fréquence active. On repasse sur le VOR de Toulouse 117.7. Voilà, il le détecte à 4,4 nautiques. La radiale 250 est affichée. Si je veux de nouveau afficher la radiale 360, ouais, du coup je vais la régler voilà, au 360. Voilà, donc soit
Si vous disposez de hardware comme moi, vous pouvez le régler comme ça, soit directement ici. Donc voilà, radial 0. Hop, voilà ce qui correspond à ça. Si je veux la changer, radial 140, et que je l'insère ici, voilà. Vous voyez, elle change directement. Bon, mais comme dit, pour le départ, on n'a pas de radio-navigation à suivre, donc on peut s'en passer. C'est pas le souci. Le QNH sur Toulouse, actuellement, Métard, Blagnac, on est sur du 1023 hectopascal, donc on peut changer les unités ici en hectopascal, 1023. Voilà. Alors, on va afficher les contraintes. Notre altitude, notre première altitude, on va la mettre à, allez, mettons 12 000 pieds. Heading, il est en géré. Et si je reprends mon menu perf, on avait dit V2 145, donc la V2 plus 10 au 155. Voilà. Ok. Le directeur de vol est réglé. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Voyons voir. Alors on va charger le cargo quand même. Donc pour charger ou décharger votre cargaison, vous appuyez sur le petit bouton vert ici. Tac. Donc ce petit monde rentre à l'intérieur de votre avion. Et pour fermer la soute, vous avez la commande ici, Ramp and Door. Donc là c'est ouvert. En fait, vous rappuyez juste sur le cache. Voilà, et la rampe se ferme. Donc pour l'ouvrir, c'est en deux temps. Vous appuyez une fois pour ouvrir le cache, une fois pour donc ouvrir une première fois et la rampe va se mettre à l'horizontale, une deuxième fois pour l'ouvrir totalement. Et donc pour décharger votre cargaison, ce sera le bouton ici. Voilà, donc on referme. Et on va aussi fermer les portes sur le côté. Donc là, ça se passe ici. Alors c'est très mal fait, hein. Là, la configuration 3, c'est avec les deux portes de gauche ouvertes. Configuration 4, c'est autre chose. Configuration 5, c'est aussi autre chose, sachant que vous avez une porte aussi ici à droite. Voilà, bon, je vous laisse explorer, c'est assez mal foutu. Donc on repasse en 1. Et en fait, ça ferme les portes. En configuration 1, vous avez toutes les portes et soutes fermées. Bon, les animations sont pas mal faites, hein. Ça je dis pas. On peut vérifier d'ailleurs. Pardon. Donc ici sur Door. Voilà, tout est vert, ça veut dire que tout est fermé. Si vous avez une porte ouverte, attendez, je vous montre, configuration 2. Là vous aurez, voilà, cette porte-ci qui est ouverte puisqu'elle est en rouge. Et effectivement, vous voyez, elle s'ouvre. Donc on repasse en configuration 1. Voilà, donc ça c'est bon. Donc l'affichage par défaut, c'est l'affichage moteur. Ici, j'aimerais tout mettre en normal, mais c'est pas cliquable. Donc c'est bien dommage. Alors pareil, hein, pour le transpondeur, il n'y a rien qui est cliquable. C'est assez dommage. Mais bon, tant pis. Allez, on va y aller. Voyons voir. On peut procéder de plusieurs manières. Engine, pardon, start. Vous pourrez soit le régler sur start, soit enclencher manuellement les moteurs. Donc si je clique ici sur start, les 4 vont démarrer automatiquement les uns après les autres. Regardez. Start. Et comme vous pouvez le constater, le son est très 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 fort. Mais vraiment très 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 fort. Donc je vais baisser le son. Donc aussi au niveau du son, c'est absolument terrible, hein. Il y a un gros travail à faire là. Parce que c'est à la limite du supportable. Ok.
Alors pareil, hein, j'ai allumé les beacons. Beacon, 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 là. Ici, le bouton à gauche. Et vous voyez que c'est très mal modélisé aussi. On a une petite loupiote qui est en suspension dans l'air. Mais bon, voilà, donc une fois qu'il a terminé de démarrer ses moteurs, on peut refermer les caches des sélecteurs de démarrage. On a nos paramètres moteurs qui se trouvent ici. On peut faire un check. Donc engine, bleed. Voilà, donc APU par exemple. Si on sélectionne là l'APU bleed, ça fonctionne même pas. Donc c'est pas que j'ai oublié hein, tout à l'heure, c'est que il est cliquable mais il fonctionne pas. C'est assez dommage. Je vais encore baisser un petit peu, hein, je suis désolé. C'est vraiment très très mal optimisé, c'est ouf. Voilà. Ok, ce sera un peu mieux. Ah oui, tiens d'ailleurs, donc évidemment les 4 moteurs sur Run. Ensuite, système hydraulique, c'est bon. Système électrique, là maintenant, donc depuis les générateurs moteurs, on a du jus. Et depuis l'extérieur, bah voilà, ça n'a pas changé. Et en haut, ah bah tiens, maintenant en batterie, on a du voltage. Quand même étrange. Hein. Quand même étrange. Bon, c'est pas grave. Pressurisation. Voilà, on est à 0. Ok. APU. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un écran qui marchera pas. Hein. Parce que comme vous le voyez, l'APU là, il est sur on. Mais pour autant, l'écran, c'est comme s'il n'était pas démarré. C'est vraiment dommage. Fuel. Donc ça représente plutôt fidèlement la consommation de carburant. Donc ça, c'est l'air conditionné. Les portes, on l'a vu. Système de roues. Enfin, représentation des trains. Et donc flight control. On va aller vérifier. Ok. Roulis. T'engages. Et la C. Ok. Donc ça, c'est bon. On peut se mettre en configuration décollage. Donc flaps 3. Ok. Les volets, c'est quasiment instantané. Hein. Ne vous attendez pas forcément à voir depuis... Attendez, bah si je vous montre depuis l'extérieur à quel point c'est rapide. Voilà, ça va tout seul. Hein. Ok, alors juste... Voilà, ça m'inquiète un petit peu ça, c'est bon. On va le laisser nous afficher ce qu'il veut. Et puis bah, c'est parti. Ah oui, alors juste, donc là on a une alerte. Système pitot heat. Donc ça, quel que soit le temps, quelle que soit votre configuration, il vous le dira. Donc ça, les systèmes de dégivrage et de réchauffe, ce sera toujours sur fault, même si vous avez tous vos générateurs fonctionnels. Donc probe and window. Voilà. Et là, vous n'avez plus d'alerte, vous avez une checklist de décollage. Ok. Alors, je peux mettre les systèmes de dégivrage en fonction automatique ici, mais ça ne changera rien du tout. Et c'est sur fault jusqu'à ce que vous appuyez sur on. Donc en fait, c'est pas tellement en fault en fait. Ça fonctionne, il suffit juste d'appuyer sur on quoi. Donc voilà. Allez, on allume les feux de taxi. Et puis on va se diriger du coup piste 32. Donc on relâche les freins de parc. Side stick priority, je vais le mettre à gauche.
Alors, j'ai le Master Caution Warning en jaune qui s'affiche parce que j'ai pas de carburant dans les réservoirs auxiliaires. Donc c'est normal et vous aurez beau cliquer, en fait il reviendra quoi qu'il arrive. Ok, donc on est au seuil. On peut éteindre. Non, on va pas éteindre les feux de taxi, on va les laisser du coup sur take-off. On allume les strobes et les feux d'atterrissage. Euh, Alors, bah, le transpondeur, comme dit, bah, il est réglé, mais vous n'avez absolument pas d'action sur le fait qu'il soit en stand-by ou en TA ou en TARA. Voilà, qu'importe. Donc voilà, pareil, hein, tout ce qui est radar, c'est pas cliquable. Donc on peut afficher le terrain, néanmoins. Voilà, why not? Donc on vérifie. Pas d'appareil à gauche, pas d'appareil à droite. Allez, on s'aligne. Et allez, let's go. Donc Toga. Donc rotation à 145. Voilà. On peut décoller à la verticale, hein, c'est comme un hélicoptère, il n'y a aucun souci. Donc, train rentré. Pareil. Alors le son est absolument délicieux. Et la rapidité d'exécution des trains, c'est un truc de fou. Donc on va activer l'automanette, on va passer en vitesse gérée. Et autopilote, donc Flight Director on. Et autopilote enclenché. Voilà, donc en vitesse gérée, lui il nous met à 160. Ok. Bon, la route il la suit à peu près bien. Les spoilers, on peut les désarmer. Lumière, take off and taxi, on peut l'éteindre. APU, plus besoin. On est sur générateur moteur. Donc là, tout est normal, si on veut. Ok, donc il revient à 160. Je le laisse gérer, hein. Pareil, donc là il monte plus, donc il faut lui réindiquer que je veux qu'il monte au niveau 120 comme un grand. Bon, il essaye de caler sa vitesse. Ça c'est normal, donc j'ai toujours le VOR de Toulouse affiché. Voilà, je vais l'éteindre. On va dézoomer. Voilà, 40 nœuds de distance. 40 nautiques, pardon, de distance. Bon, de l'extérieur, il est quand même assez beau, hein, il faut bien le reconnaître. On passe en QNH standard.
Allez, on disait qu'on nous a autorisé à monter à notre altitude de croisière, donc niveau 340. Le terrain, on peut enlever l'affichage. On va passer 10 000 pieds, donc on peut éteindre les feux d'atterrissage. Et relâcher notre équipage. On passe 10 000 et pourtant, donc il est toujours en montée très très forte. Il n'accélère pas, donc la vitesse gérée, voilà. On va le laisser, puis du coup on est toujours en flaps 3, hein, comme vous le voyez. Parce qu'on est quand même... on a dépassé le niveau 110. On est au niveau 115, mais on reste à 182, donc bah voilà, bah on reste flap 3. Voilà, voilà. Tant qu'il accélère pas. Alors pareil, hein, la page progression, elle est fictive. Hein. Elle est là pour faire joli. Donc on reste sur Flightplan. Alors, on peut remarquer qu'en fait, passé le niveau de 250, on a un problème qui est assez récurrent avec cet appareil. C'est-à-dire qu'il ne monte plus. Il ne monte plus et là, on arrive effectivement à la limite comment dire, à la limite physique en termes de vitesse. Donc si je rentre les volets, effectivement, donc il va pouvoir accélérer et pour autant il va continuer à avoir énormément de mal à monter plus. Alors que pourtant hein, on a respecté la doc, hein, pour 115 tonnes on a vu que le niveau optimal de vol c'était niveau 340. Donc je vais passer en mode manuel, puis je vais repasser en mode géré. Mais on voit que ça ne fait strictement rien du tout. Si, il essaye de monter un petit peu, mais c'est vraiment à la marge, quoi. Donc, si je passe en mode manuel et que je lui demande de monter, par exemple, à 1000 pieds minutes, hop, il va essayer très timidement, mais ça va pas... Voilà, c'est quand même très très compliqué, quoi. Voilà, il monte à 100 pieds minutes, quoi. Alors, je peux essayer de baisser, par exemple, lui demander 500 pieds minutes. Mais ça changera rien. Donc, au-delà du niveau 250, il galère à mort et on sait pas pourquoi. Voilà, donc c'est vraiment le max, quoi. Et on est à Mach 0.5 alors que on a bien dans la doc hein, Mach 0.72 max. Voilà, niveau 350. On en est loin quand même. Hein. Je repasse en vitesse, en altitude gérée, mais voilà. Donc tant pis, on va rester au niveau 250. Voilà, donc il va rechercher le 250. De manière extrêmement subtile, comme vous pouvez le voir. Et après, il va s'y maintenir. Il n'y a aucun souci. Mais voilà. Et encore, on n'est pas hyper chargé. Hein. On n'est pas full en... Comment dire? On n'est pas full en fuel, ni full en cargaison. C'est vraiment très dommage. Donc finalement, on va rester au niveau 250 par rapport à notre arrivée pour calculer notre top of descent. Voilà, sur Kovac 280 nœuds, pas de souci. Voilà, sur Fox 501, on doit être à 110 000.
Sur Nerki 9000, etc. Donc 110 000. Ça veut dire qu'à 42 nautiques de Fox 501, on doit entamer notre top of descent. Donc là on est à 8 nautiques et demi, plus 6,9 nautiques, plus 16,1 nautiques, ça fait 31 nautiques et demi, allez mettons 32, donc à 10 nautiques de Kovac, on commence le top of descent au niveau 110. Ok, je crois qu'on est proche de notre top of descent, que je vérifie. Toi, tais-toi. De Vanad à Kovac, non on a 10 nautiques, c'est ça donc. Top of descent dans 5 nautiques. On va déjà régler notre altitude cible donc sur 11 000 pieds. Ah ok, il commence tout de suite à descendre. D'accord, donc c'est vraiment, voilà, donc on règle l'altitude cible. On va se mettre... Non? Peut-être en... Non, ok, d'accord, donc il n'y a pas le choix. Donc dès qu'on change d'altitude cible, il y va quoi. Putain, et on peut pas passer en... Si, en manuel. Ok. Voilà. Ok, donc là, et si je repasse comme ça, ok. Donc là, il y va. Oh, par contre, il descend, oui, à moins 4000, moins 5000. Ouais, d'accord, ok. Donc vitesse gérée, hein. La vitesse gérée, elle est géniale. Donc vitesse à 200, ouais, 220, c'est bien. La vitesse manuelle, il n'y a aucun souci, donc il la cherche. Bon, par contre, il arrête la descente le temps qu'il la cherche. C'est assez terrible, on va se retrouver vachement en retard. Allez, mettons 230. On est à moins 3000 pieds minutes, moins 3500 pieds minutes, voilà. Donc en descente gérée, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Si je reprends la doc pour les vitesses d'approche, donc on est à du 115 tonnes encore une fois, donc on devrait avoisiner allez, les 128 nœuds à l'approche. On va réduire la vitesse à 220 nœuds. Voilà, on voit qu'on vient de passer un premier. On arrive sur 11 000 pieds.
Donc normalement, si on passe ici en sélection manuelle et que là on règle à 9000, ok, donc là il reste à 11000. Donc il faudra passer à 9000 en altitude gérée, passer Fox 501. Allez, c'est parti. 9000. Donc pour descendre de 1000 pieds, il descend très fortement. Ok, non, ça va. Il conserve sa vitesse à 220 nœuds. Ok, ça c'est bien. Donc on est là. Max 250 nœuds, il n'y a pas de souci. Ah si, ouais, moins 2500 pieds minutes. Ouais, bon. On rallume les feux d'atterrissage. Donc QNH 1014. Ouais, c'est ça. Température 17, vent 190 pour 12 nœuds. Altitude de transition 5000, oui. Et donc... pardon, je sais plus, 17. Hein. Voilà. Nos minimum. Voyons voir. 396 ou 230. En flaps 3, vitesse d'approche 210. Ok, ça colle avec les VFE. Donc on est à 9000 sur Nerki, très bien. Juste éteindre les strobes. Je passe rapidement en QNH local, 1014. Voilà. Bon alors là il commence à descendre à 3000 pieds alors qu'on a des contraintes ici à 7000. C'est quand même étrange. Mais c'est étrange qu'il y ait des contraintes en fait. Bon moi ça me va s'il descend tout de suite à 3000. Par contre à 2700 pieds minutes c'est vraiment pas la peine. Hein. Allez 500 pieds minutes c'est bon. On va se mettre en QNH local. Ah, par contre le virage là il sera très serré alors je vais continuer au vecteur à 75 pour le moment. On tournera un petit peu après jusqu'à Charlie Fox 27. Ok là on va prendre à gauche alors au 350. Voilà. On va allumer les landing skills, voir ce que ça donne. Ok,
Ok, donc là on a un affichage, on a la MDA qui est enregistrée. Très bien. Pour autant, il capte pas pour l'instant l'ILS. On va ralentir vitesse d'approche, donc 210 nœuds. Flaps 3. Ah, vitesse d'approche 207, ok. On va ralentir, ouais, non mais c'est bien. 207 ça marche. Alors on va afficher le HUD, donc pour le descendre, c'est cette manette là. Bon, il est extrêmement rudimentaire. Hein. Mais genre vraiment. Il n'y a rien qui s'affiche. C'est assez terrible. Si j'affiche l'ILS, que dalle. ILS, course. Pourtant c'est bien rentré. Et pourtant elle est pas loin. Hein. Donc toujours rien. C'est super inquiétant. On va prendre le cap de la piste donc au 2,64. Alors on la voit la piste hein, quand on est en vue extérieure. Il capte toujours pas l'ILS. On a un petit peu overshooté donc on va revenir voilà au 255 pour la rattraper. Allez voir même au 250. Ah donc le but c'est de retrouver cette ligne là. Maintenant vitesse d'approche 199, allez. Allez, on réduit à 200 nœuds.
toujours pas d'ILS, c'est vraiment une fonctionnalité qui marche pas, je pense. Donc en cap, si on revient en cap géré, ça change rien du tout. Le VOR c'est pareil, hein, donc que dalle. Si je me mets en mode lock, voilà, mode lock et mode approche, il le met en même temps. Ça n'a pas l'air de changer grand chose. Ici non plus, sur le HUD, il n'y a rien. On dirait que c'est un truc peint sur Paint. C'est absolument affreux. Je vais l'enlever parce que franchement, c'est plus perturbant qu'autre chose et c'est vraiment hyper moche. Bon, il n'y a vraiment rien à faire, hein. Allez, on descend. Moins 900 pieds minutes. Enfin, allez, 1000 pieds minutes. On arme les aérofreins. On disait qu'on était autorisé à l'atterrissage, donc on sort le train.
On est un peu haut. Allez, on va couper le pilote automatique. Du coup, ça marche pas, on n'en a pas besoin. Les flight directors non plus. Allez, on coupe l'auto throttle. Voilà. Faut les rentrer. Donc feu d'atterrissage strobe et feu de taxi. Et voilà. Donc, allez, anti-skid off.
APU, bon bah ce sera instantané de toute façon. Donc on peut couper les moteurs. Voilà, alors c'est hyper compliqué. Voilà, merci. Voilà, puis du coup maintenant il n'y a plus aucun bruit, hein. D'un coup. Alors la soute. Les portes. Et on décharge. Les moteurs sont éteints, donc les beacons sur off. Et voilà, bon bah moralité, vraiment pour moi c'est un add-on qui vaut certainement pas 36 euros, vu toutes les fonctionnalités qui manquent, et le côté arcade surdéveloppé et la non-fiabilité de certains systèmes. Pour moi, voilà, tant qu'il n'est pas à 10 euros max, dans son état actuel de développement, je le déconseille très fortement. Néanmoins, voilà, il est disponible si vous avez quand même envie de l'essayer. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude. Et puis, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol, les amis. Et très bons achats avec discernement. Et à très bientôt. Salut!